Nous abordons le deuxième volet de ce grand chapitre 5 qui traite des systèmes de particules quantiques et donc de toutes les applications que l'on peut faire lorsqu'on combine des particules quantiques en tenant compte de leurs propriétés. Alors, les deux propriétés principales que l'on va utiliser sont l'intrication et le principe de superposition. Ces deux propriétés sont à l'origine de technologies nouvelles qui sont en train de se développer à grande vitesse, que sont l'ordinateur quantique d'une part et l'utilisation de ces principes-là pour la cryptographie. Les caractéristiques d'un objet quantique, on l'a vu, c'est le fait qu'il soit décrit par une fonction d'onde et que le fait d'être décrit par une fonction d'onde a deux implications qui sont inouïes, sans équivalent mécanique classique. D'une part, le principe de superposition, qui fait que si un photon, un électron, ce que l'on veut comme objet quantique, a plusieurs états possibles, toute combinaison linéaire de ces états est aussi une possibilité. Vous prenez un électron qui a un spin 1,5 orienté vers le haut ou vers le bas, ce sont deux solutions possibles. Toute combinaison possible de ces deux états-là sera aussi possible, sera donc une solution valable pour décrire nos électrons. L'intrication, elle, est plus spécifique encore, puisque elle décrit que si deux objets ont interagi, eh bien, auparavant, dans la voie d'entrée, ils étaient décrits chacun par leur fonction d'onde. L'interaction va faire que leurs propriétés vont être intriquées, c'est-à-dire qu'ils vont être décrits par une seule fonction d'onde, qui contient l'ensemble de leurs propriétés mutuelles, et que cette intrication ne dépend pas de leur distance mutuelle. C'est ce que l'on appelle la non-localité, et qui a beaucoup intrigué et énervé Einstein en particulier. Alors, on reprend l'exemple des deux particules de spin 1,5. On a vu qu'en mécanique quantique, que les particules de spin 1,5 sont des fermions, et qu'elles ont deux états propres de spin, soit que l'on illustre par l'état de spin en haut ou l'état de spin en bas. Psi 1 plus ou psi 1 flèche en haut, psi 1 flèche en bas. Comme ce sont deux états possibles, l'électron 1, sa fonction d'onde peut être n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux états. L'électron 2 peut être n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux états-là. Ce sont deux particules indépendantes. Si maintenant on les fait agir et qu'on bâtit à partir de ces deux états quelconques un état apparié, c'est-à-dire un état tel que leurs spins sont orientés de manière antiparallèle. C'est-à-dire que la somme totale de leurs spins est égale à 0. À ce moment-là, les deux particules sont décrites par une fonction d'onde qui dépendra donc de R1 et de R2 et du temps, qui est une combinaison linéaire des deux possibilités. Le symbole ici étant le symbole de produit tensoriel pour expliquer que ce n'est pas une simple multiplication de fonctions. Alors maintenant, si on fait l'expérience de prendre cette paire de particules intriquées et d'en bloquer une à Nantes et d'envoyer l'autre à Paris, on verra par quel moyen tout à l'heure, eh bien, si on ne perd pas l'intrication durant ce transfert, si je fais une mesure à Nantes d'une particule et que je trouve par hasard qu'elle a le spin orienté vers le haut, il y a une chance sur deux que ça arrive, eh bien, automatiquement, la particule à Paris sera mesurée dans un état opposé pour respecter l'appariement, et inversement. Si les deux particules n'avaient pas été intriquées, le fait de mesurer le spin en haut à Nantes n'aurait eu aucune influence sur l'état de la mesure à Paris, on aurait eu donc 50% de chance d'avoir l'orientation vers le haut, ou 50% de chance vers le bas. Donc là, l'intrication a impliqué que nous avons 100% de chance d'avoir cette mesure comme ceci. Phénomène surprenant, qui a tellement surpris qu'il a posé beaucoup de questions dans les débats qui ont suivi de la création, enfin les bases de la mécanique quantique. Einstein en particulier, qui était toujours très critique vis-à-vis de la mécanique quantique, avait écrit un article avec
Podolsky et Rosen, je pense, en 1935, un article qui n'était pas forcément très lu à l'époque, parce qu'on n'avait aucun moyen de vérifier les conclusions de cet article-là, mais qui est connu sous le nom de EPR, dans lequel il décrivait une expérience de pensée qui devait permettre de tester la mécanique quantique, notamment sur ces aspects-là, dans lequel on peut expliquer qu'il y a trois principes qui sont impliqués dans l'intrication et que ces trois principes ne peuvent pas être satisfaits tous en même temps. D'abord, impossibilité pour qu'un signal de dépasser la vitesse de la lumière, causalité relativiste. L'expérience de tout à l'heure, entre Nantes et Paris, on a pu démontrer que les mesures peuvent être séparées dans le temps par un intervalle tellement faible que la lumière n'a aucun moyen de voyager de Nantes à Paris durant les deux intervalles, durant l'intervalle. Donc, impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière. Deuxième principe, la mécanique quantique est complète et décrit entièrement la réalité, il n'y a pas de variable cachée. Donc ça c'est la critique majeure d'Einstein en disant du fait qu'il y a un caractère probabiliste dans le problème, c'est signe que la théorie n'est pas complète et qu'il faut en inventer une plus meilleure, qui soit plus précise. Et enfin, le principe de localité qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, des objets qui sont déconnectés ne peuvent pas avoir d'action l'une sur l'autre. Donc c'est le principe de localité. La physique entre deux objets ne peut décrire leur interaction que s'ils sont à portée d'interaction l'une de l'autre, donc en principe de localisation. Alors, il y a eu des études théoriques qui ont continué, notamment les fameuses inégalités de Bell, qui ont donné en particulier le moyen de vérifier expérimentalement le principe de localité. Et Alain a fait la manip avec son équipe à Orsay, en France. Il a démontré que Einstein avait tort, que bien sûr, les signaux ne vont pas plus vite qu'avec la lumière. Hélas, pour Einstein, bien sûr, la mécanique quantique est complète, il n'y a pas de variable cachée. Excusez-moi, l'inégalité de Bell, c'était pour tester l'hypothèse 2 notamment. Et puis, troisièmement, que le principe de localité n'était pas vérifié. La mécanique quantique, par définition, n'est pas locale. Alors, cette révolution-là, puisque ça peut en être une, est-ce qu'elle se manifeste à notre échelle? En effet, si l'intrication quantique se manifeste à notre échelle, ça veut dire que tous nos atomes, toutes nos molécules, toutes les particules qui nous composent, qui ont été depuis le début de l'univers en état d'interaction les unes avec les autres, sont toujours intriquées. Et quels seraient les effets qu'on pourrait avoir à notre échelle de cette intrication-là? Et puis, deuxièmement, derrière cette idée-là aussi, il y a l'idée que l'intrication quantique, si elle s'applique notamment aux êtres vivants, et le principe de superposition s'applique aux êtres vivants, on a le fameux paradoxe du chat Schrödinger qui pouvait être et vivant et mort avec 50% de chance, sachant que expérimentalement, on n'a jamais pu trouver un chat qui était à 50% mort et 50% vivant. Donc paradoxe qui montre que la mécanique quantique ne peut pas décrire un tel état. Ça. Alors, il y a eu beaucoup d'états de recherche théorique expérimentale, et le théoricien Serge Haroche a fait aussi des expériences, et il a abouti à sa théorie, à sa découverte qui a donné le prix Nobel en 2009, c'est que la décohérence quantique ne peut être maintenue qu'en l'absence d'interaction avec l'environnement. La cohérence quantique, c'est-à-dire l'état intriqué de deux particules liées au principe de superposition, est extrêmement fragile et très sensible à toute interaction avec l'environnement extérieur. C'est-à-dire que si on a réussi à intriquer deux particules dans l'état qui est ici, le processus inverse est extrêmement facile, hélas, puisque cette désintrication peut se produire soit parce qu'on est intervenu, on a fait une mesure à Nantes, ça bien sûr ça va détruire l'intrication, soit parce qu'il y a du rayonnement, il y a des photons qui circulent partout, donc qui vont interagir avec les électrons et détruire l'intrication, ou toute autre interaction de particules complexes ou de systèmes physiques avec ça vont détruire l'intrication. Et il a pu donner des ordres de grandeur et des mesures quantitatives pour essayer de savoir quelle est la durée de vie d'un état intriqué dans différentes conditions. Vous avez le tableau qui est ici, avec en colonne les différentes situations, à droite les différentes tailles des objets,
Et vous voyez que quand vous êtes dans les objets très lourds, comme des poussières et même des agrégats moléculaires, dans des conditions comme l'air, le vide de laboratoire, eh bien, les durées de vie sont des milliardièmes de seconde, c'est-à-dire sont absolument imperceptibles à notre échelle. Et même si on se met dans le cas du vide parfait, mais avec un éclairage de type solaire, tous les photons, les milliards de photons que nous recevons du Soleil, détruisent très rapidement la cohérence entre les objets, même pour des objets quantiques comme une molécule. Par contre, il faut se mettre dans une situation comme le vide intergalactique, avec le rayonnement 3K, qui est le rayonnement fossile, et bien sûr, loin des galaxies, loin des nuages de matière noire, vraiment dans le vide absolu, où on peut espérer, pour les petites particules, avoir des états intriqués et qui ont des durées de vie très significatives à notre échelle. Sauf que si ces particules intriquées se rapprochent de notre atmosphère terrestre, elles vont être immédiatement désintriquées. Donc par conséquent, l'état normal de toutes les molécules de l'univers est plutôt d'être désintriquées. La décohérence est quasiment immédiate. Alors comment peut-on traiter cela? Il faut se mettre dans des conditions de laboratoire très très particulières, le plus proche du vide et du 0 degré absolu, pour essayer d'espérer maintenir une intrication entre des particules quantiques. Alors c'est ce que l'on fait, et c'est d'ailleurs un des obstacles au développement de l'informatique quantique et de l'utilisation de l'intrication quantique pour la cryptographie. Donc depuis Jules César jusqu'aux Allemands avec la machine Enigma et bien d'autres ensuite, les militaires, les gouvernements ont toujours cherché à communiquer de manière secrète et il y a eu des tas de recherches pour trouver des méthodes de cryptographie qui toutes maintenant, notamment avec la puissance du calcul des ordinateurs, peuvent être craquées en quelques millisecondes. Pour les problèmes de sécurité bancaire, de sécurité du courrier sur Internet, il a été développé le système qui est largement utilisé, qui s'appelle le système à clé publique RSA, du nom des inventeurs. Et ce système, dont je vous donnerai un lien pour permettre de regarder le détail, qui est quand même un petit peu sophistiqué, l'idée est de dire que si je vais avoir entre des messages qui soient transmis de manière très secrète entre A, on appelle Alice, dans tous les articles on appelle Alice, jusqu'à un autre destinataire qu'on appelle B, Bob, dans tous les articles. Bien, le principe, c'est que toute une partie du transfert soit publique, notamment le message, qui peut concerner des gigaoctets, des images, des vidéos, donc des choses extraordinairement massives qu'on ne peut pas se permettre de coder de manière extrêmement efficace, et que seuls des éléments permettant de décoder l'information circulent. Et généralement, ce sont une clé extrêmement courte, donc très peu coûteuse à transmettre. Encore faut-il que cette clé soit transmise de manière très secrète. Et on a donc utilisé la technique qui est basée sur la difficulté à décomposer un nombre très grand en 2 facteurs premiers. La croissance, dès qu'on atteint des clés avec 250 chiffres décimaux, eh bien, il faut des temps de calcul qui relèvent de l'ordre de siècles ou voire de l'âge de l'univers. Donc, de la complexité à factoriser un nombre premier des très grands nombres, on peut en déduire des clés qui permettent donc de crypter de manière très efficace le code permettant ensuite de décrypter tout ce qui a été transmis sur les canaux ordinaires. La faiblesse de tout ceci, c'est que le canal secret, lui aussi, peut être piraté. Par contre, comme il véhicule très peu d'informations, c'est sur lui qu'on va poser l'effort on va crypter de manière très sûre en utilisant les propriétés quantiques. Donc, on utilise le fait que, grâce à l'intrication quantique, eh bien, il y a 2 opérations absolument impossibles, qui sont d'une part essayer de lire le code, parce que toute tentative de lecture va détruire l'intrication. Donc la personne qui est au bout, qui est le destinataire,
pourra tout de suite détecter si il y a eu une tentative de lecture ou pas. Certains ont pensé, mais sans lire le message, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement le copier et en faire un clone, et ce clone-là, l'étudier à part, complètement à part, et de manière simple sur un autre ordinateur. En fait, il y a le théorème de non-clonage qui peut démontrer, qui fait que l'essai de cloner le message dans son entier, sans le lire, détruit aussi l'intrication. Donc tout ceci vous sera expliqué dans la cryptographie quantique. Donc actuellement, nous avons des moyens relativement sûrs, et qui sont rendus encore plus sûrs par la cryptographie quantique. Malheureusement, ils peuvent être mis en cause par la deuxième invention, qui est l'ordinateur quantique. Alors, la démarche vers l'ordinateur quantique est basée sur le fait qu'actuellement, tous nos ordinateurs sont basés sur un codage en 0 ou en 1. Les bits d'information qui circulent ont une valeur 0 ou une valeur 1. Comme ce sont deux états possibles, en mécanique quantique, cela veut dire que toutes les valeurs intermédiaires, c'est-à-dire toute combinaison linéaire des 0 et des 1, sera aussi une solution possible. Donc un bit classique, c'est soit un 0 ou un 1, alors qu'un bit quantique, ce sont toutes les combinaisons linéaires possibles de ces deux états-là, avec des coefficients alpha et bêta, dont la seule contrainte est qu'ils soient normés à l'unité, la somme normée à l'unité. Pour ce faire, on utilise généralement un paramétrage dit de la sphère de Bloch, où on projette le qubit sur une sphère avec un angle θ par rapport à l'axe qui est ici, entre 0 et pi, et un angle φ qui est ici, qui est entre 0 et 2π. Vous pouvez vérifier que en faisant varier θ de 0 à pi, bien, vous explorez bien tous les états possibles entre l'état pur 0 et l'état pur 1, sachant que bien sûr, ils sont définis à une phase près, puisque seul le module au carré intervient dans la probabilité de présence. Donc là où séquentiellement l'ordinateur classique va traiter chaque cas séparément, vous pouvez d'emblée traiter l'ensemble des qubits d'une manière massivement parallèle. C'est-à-dire que si je prends des états à 2 qubits, qui était le niveau que l'on pouvait atteindre en mécanique quantique en 1998, eh bien, vous pouvez traiter 4 états séparément d'emblée. Donc les 4 combinaisons des 2 états de chaque qubit peuvent être traités ensemble. Mais très vite, quand on monte en nombre de qubits que l'on peut traiter en parallèle, le nombre d'états équivalents classiques devient énorme, puisque avec 128 qubits qui théoriquement ont été atteints dès 2009, on peut traiter en parallèle une quantité énorme d'états quantiques en parallèle. Il est très difficile dans tout ça de faire la part de l'intox et de la réalité parce qu'il y a d'énormes enjeux industriels, beaucoup de communication, et il est d'ailleurs assez flagrant de voir que plus on avance dans le temps, plus il est difficile d'avoir de l'information précise puisque chacun garde ses secrets industriels. Vous pouvez essayer de voir les progrès en suivant ce site-là. Alors, la question qui se pose, c'est, il y en a deux. D'abord, quels sont les supports physiques pour les qubits qu'on va pouvoir maintenir en superposition suffisamment de temps pour les utiliser, et puis quels sont les algorithmes pour le traitement, pour faire les calculs. Alors les supports physiques, a priori, donc tout ça c'est possible, tout système qui a deux états, et Dieu sait si vous allez sur Wikipédia, vous verrez qu'il y a des normes, beaucoup des systèmes qui sont étudiés pour essayer de savoir ceux qui sont les plus adaptés, pour avoir des systèmes quantiques à deux états et ensuite pouvoir les superposer. En revanche, il faut travailler à des températures basses, très basses, on sait faire, mais c'est coûteux. Et puis, il faut réaliser des circuits logiques qui font les opérations, parce que derrière ces opérations, il y a des algorithmes. Alors, les progrès sur les algorithmes sont beaucoup plus
facile, j'allais dire, puisque on peut très bien, et ça a été fait dès il y a déjà 30 ou 40 ans, en disant si on se met dans l'hypothèse d'un ordinateur quantique, quel algorithme je peux faire, et les simuler sur un ordinateur classique. Donc il y a des tas d'algorithmes qui ont déjà été testés et validés en principe et vérifiés qu'ils marchent. Alors ce sont des algorithmes qui s'adressent surtout à des problèmes hautement parallèles. Il est évident que si vous avez un calcul séquentiel de nombres qui sont à traiter un par un, le fait qu'il y ait la possibilité d'en traiter 10 000 à chaque étape ne change rien. Il faut donc avoir des opérations massivement parallèles, c'est-à-dire qui traitent à chaque étape du calcul, traitent un nombre extrêmement important de données, spécifiques à certaines classes de problèmes. En fait, les algorithmes les plus performants, on le voit, sont soit par exemple dans le calcul des nombres premiers qu'on a vus dans l'intrication quantique, dans la cryptographie, et aussi ce qu'on appelle les problèmes de transport, c'est-à-dire explorer un réseau de grande dimension pour savoir dans ce réseau quel est le trajet optimal, qui est un problème qui croît de manière exponentielle avec le nombre de nœuds du réseau et qui est résolu de manière extrêmement efficace par ce genre de machine. Et puis, malheureusement, ou disons l'obstacle presque majeur, c'est que du fait de la fragilité de l'intrication, il y a des résultats qui sont plutôt de style probabiliste. On a quelquefois des résultats qui sont plutôt des probabilités d'avoir tel résultat, et surtout il y a des erreurs, et il faut donc tout un système de détection et de correction des erreurs que l'on sait faire dans les circuits informatiques classiques, mais dont on ne sait pas très bien, dont on est en train d'expérimenter les effets sur les algorithmes quantiques. Donc en 2012, ça a été salué comme un exploit de pouvoir factoriser le nombre 21 en un produit de 3 égale 7, de 3 fois 7. Et ça paraît risible maintenant, sachant que c'est évident comme résultat. En 2018, à confirmer, parce que là aussi, il y a une part peut-être d'intox, certains ont revendiqué le fait qu'on a fourni à l'ordinateur quantique ce nombre-là en gras, qu'on avait construit spécialement et dont il a trouvé de manière extrêmement rapide que c'est le produit de ces deux nombres-là. Je crois que voilà. Et donc là, si ce calcul est vrai et réaliste, eh bien, cela veut dire que un ordinateur classique aurait mis des siècles pour trouver le résultat. On s'aperçoit quand même que les deux nombres sont deux nombres premiers très proches. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part une recherche particulière en explorant les nombres proches? Ceci est à confirmer. Mais enfin, ce problème avance à grands pas, et ce qui met en danger complètement la méthode de factorisation que l'on a vue tout à l'heure pour la cryptographie quantique. Alors me direz-vous, ça, on est encore au balbutiement, et que notamment, pour faire un qubit de 2 à 3 ou 4 ou 5 systèmes, un système à 3, 4 ou 5 qubits, il faut actuellement des armoires frigorifiques de l'ordre de 1 ou 2 mètres cubes, et donc on est loin des transistors actuels. Mais il ne faut pas oublier que le passage des transistors initiaux qui faisaient 30 cm de haut et sur une table comme ça, au Pentium qui a 10 milliards de transistors sur une petite puce de quelques centimètres, d'un centimètre carré ou de quelques centimètres carrés, eh bien, il a fallu 70 ans de développement technologique et que, a priori, on va certainement développer la technologie pour réduire de manière extrêmement efficace la taille et la capacité des ordinateurs quantiques. À gauche, vous avez le schéma qui vous montre au cours du temps la capacité d'intégration des transistors sur des puces. Vous voyez que c'est une exponentielle, puisque nous avons une droite dans une échelle logarithmique. Et puis,
on pense qu'une telle courbe va se mettre en place pour les ordinateurs quantiques qui devrait permettre très vite aux ordinateurs quantiques de dépasser les limites des ordinateurs classiques assez rapidement. Voilà, ceci termine le chapitre 5 où on a fait un balayage des applications et des études des systèmes de particules quantiques ensemble.